Bonjour à tous, bienvenue à la quatrième séance de formation qu'organise la TMLH à l'occasion de la Semaine internationale des professionnels en biologie médicale. La séance d'aujourd'hui se portera sur le rôle du laboratoire dans le diagnostic et la prise en charge du COVID-19. Revenons un petit peu sur le thème de la séance. Bon, bien avant de revenir sur le thème de la séance, on va reprendre les consignes. Les consignes, vous les connaissez tous. C'est que la séance durera seulement 30 minutes. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la séance, mais c'est à micro fermé, vous allez utiliser la rubrique chat pour le faire. Et à la fin de la séance, on va essayer de répondre aux questions. C'est sûr que toutes les questions ne seront pas répondues, mais ce que l'on va faire, c'est qu'à la fin de la séance, on va partager non seulement la présentation, et on va également partager la réponse aux questions non répondues. Vous pouvez avoir accès à ces contenus via notre site Internet. Maintenant, concentrons-nous un petit peu sur notre présentation et qui se déroule autour du sujet « Le rôle du laboratoire dans le diagnostic et la prise en charge du COVID-19 ». Revenons un petit peu sur le thème de l'année. Le laboratoire médical, l'œil de la médecine moderne. Le laboratoire, l'œil de la médecine moderne est plus qu'un slogan. Il traduit l'importance cruciale des professionnels médicaux dans la chaîne de soins. S'il y avait des doutes autrefois, eh bien, l'épidémie COVID-19 vient d'enlever les doutes. À nos jours, personne d'autre que le laboratoire ne peut confirmer si un patient souffre de la maladie. D'ailleurs, vous savez tous, l'épidémie représente les mêmes signes, les mêmes symptômes qu'une simple grippe. Alors, il revient au laboratoire de dire que celui-ci souffre de la maladie et celui-là non. Et notez que le rôle du laboratoire ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas au diagnostic, mais le laboratoire oriente la prise en charge, oriente le traitement. Le laboratoire dit si le traitement répond, si la maladie s'aggrave, s'il faut réadapter le traitement. Et lorsqu'il revient de confirmer la guérison du patient, eh bien, le laboratoire fait également son apparition. Tout d'abord, parlons un petit peu du COVID-19. Le COVID-19, c'est quoi? Tout d'abord, les coronavirus sont des virus ARN qui sont très fréquents. Ils appartiennent à la famille des coronaviridés qui sont responsables des infections digestives et respiratoires chez l'homme et chez l'animal. Le COVID-19, pour son nom anglais, Coronavirus Disease 19, est une maladie respiratoire provoquée par un coronavirus émergent, le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 provient de l'acronyme anglais Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ce virus a été découvert pour la première fois en Chine en décembre 2019. Depuis lors, c'est devenu une pandémie parce que la maladie a atteint le monde entier. La transmission se fait via des gouttelettes respiratoires ou du moins en touchant une surface contaminée et en touchant par la suite le visage. Et une fois arrivé dans l'organisme, le virus commence à se multiplier. Mais comment est-ce que le laboratoire détecte le virus? Le diagnostic de laboratoire se repose sur les incidences du virus au niveau de l'organisme. Comment explique-t-on tout ceci? Eh bien, la multiplication du virus va entraîner l'augmentation des antigènes liés au virus. Vous savez très bien que ces antigènes-là proviennent directement du virus.
Et que va faire l'organisme? L'organisme va commencer à se défendre via les macrophages, via les lymphocytes. Eh bien, les conséquences de la défense de l'organisme va entraîner la production d'anticorps contre ces antigènes. La première lignée d'anticorps qui entre en ligne de compte, ce sont les IgM. Et par la suite, va survenir une lignée très importante qui c'est les IgG, qui constituent d'ailleurs les anticorps mémoire. Et c'est grâce à ces anticorps et les IgG que l'organisme va pouvoir se défendre beaucoup plus rapide suite à une éventuelle nouvelle infection. Alors, le laboratoire, qu'est-ce qu'il fait? Le laboratoire recherche soit les antigènes, soit les anticorps au niveau de l'organisme. À noter qu'il y a des tests qui peuvent détecter la maladie dès les premiers jours. C'est les tests via les tests qui détectent les antigènes. Et il y en a qui se révèlent positifs à partir du 7e jour, donc notamment ceux qui détectent les IgM. Bon, bien entendu, pour les plus sensibles. Plusieurs tests ont été développés pour pouvoir diagnostiquer la maladie. Il y a les tests rapides, il y a les tests bioinformatiques, il y a également les tests de biologie moléculaire. Les tests rapides, eux, ils détectent les anticorps dans le sérum ou dans le plasma du patient. On peut également utiliser le sang total pour certains tests. Et les tests rapides ne s'arrêtent pas aux anticorps, ils peuvent détecter aussi les antigènes, mais cette fois-ci via des sécrétions nasales ou de la gorge. Mais cependant, les récentes recherches ont montré qu'on peut détecter les antigènes dans les selles. Pour les tests bioinformatiques, ces catégories de tests-là utilisent une base de données renfermant l'information génétique du virus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont comparer le matériel génétique du micro-organisme extrait du patient pour pouvoir diagnostiquer la maladie. Et les tests de biologie moléculaire, d'ailleurs, ils sont d'actualité, et c'est les tests PCR, ils sont considérés à ce jour et les tests de référence. Pourquoi? C'est pour leur précision, leur fiabilité et leur capacité de détecter la maladie le plus tôt que possible. Maintenant, le diagnostic de la maladie se fait au niveau du laboratoire de cette manière-là, soit via les tests rapides, soit via des tests bioinformatiques, soit par des tests de biologie moléculaire. Mais actuellement, à travers le monde, c'est les tests de biologie moléculaire qui sont prônés. Donc, ce sont ces tests-là qui sont utilisés dans tous les pays du monde. Donc, après avoir diagnostiqué la maladie, le laboratoire va jouer son rôle dans le monitoring biologique de l'épidémie. D'abord, avant d'admettre un malade souffrant du COVID-19, il est conseillé de demander une glycémie, un décimètre pour le malade. Eh bien, pourquoi? C'est parce qu'il a été éprouvé qu'un patient diabétique ou ayant un taux de décimètre supérieur à 1 microgramme par litre, lors de l'admission, représente un facteur de risque de mortalité. Et aussi, l'hémogramme complet joue un rôle crucial dans la prise en charge, puisque dans cette maladie, on a vu que dans 83% des cas, il y a une lymphopénie, généralement inférieure à 1500 lymphocytes par millilitre. On peut constater également une thrombose où les plaquettes sont inférieures à 150 000, mais ce scénario se représente dans 33% des cas. Et aussi, dans 36% des cas, disons mieux, et aussi, il y a également une lymphopénie où les globules blancs sont inférieurs à 1500 par millilitre. Donc, d'où la nécessité de faire un hémogramme pour le malade.
dès l'admission. Et ce thermogramme, cette demande-là, ce thermogramme-là va se faire, on dirait, tout le long du déroulement du traitement. Parce qu'il faut monitorer, il faut savoir où l'on est avec la maladie. En vue d'évaluer le retentissement de l'infection virale sur différents organes, comme par exemple le cœur, les reins et le foie, il est important de doser les paramètres suivants. D'abord, les transaminases. Pourquoi? Les transaminases se trouvent principalement au niveau du foie et des muscles et leur augmentation témoigne d'un endommagement des cellules hépatiques. On doit doser également la procalcitonine. Et vous savez tous que la procalcitonine est témoin d'une infection bactérienne et on l'utilise généralement pour différencier une infection virale d'une infection bactérienne. Et il a été prouvé que leur augmentation est en corrélation avec la gravité de l'infection. Il faut doser également les LDH, lactate déshydrogénase. Les LDH se trouvent un petit peu partout, dans les reins, le foie, le cœur, et leur augmentation témoigne d'un dommage tissulaire ou d'une souffrance cellulaire. On dose également, il est conseillé également de doser la créatine kinase qui se trouve principalement dans le cœur et les muscles. Alors, il est important de doser ces paramètres-là pour pouvoir évaluer l'atteinte de différents organes au cours de cette maladie. Une aggravation de la maladie traduit par l'aggravation de la lymphopénie avec aggravation de la leucocytose. Vous savez tous que les lymphocytes sont les principaux gendarmes qui interviennent dans la défense de l'organisme en s'attaquant directement au virus. De ce fait, vous allez comprendre que la quantité de virus dans l'organisme va impacter la quantité de lymphocytes et donc la quantité de leucocytes. D'où la nécessité, lorsqu'il est possible, de faire ou de demander une charge virale pour le patient. La logique est simple. Tant qu'on connaît la quantité d'ennemis qui viennent nous attaquer, eh bien, tant que nous pouvons améliorer notre défense, tant que nous pouvons nous défendre mieux. Donc, c'est pourquoi il est important, lorsqu'il est nécessaire, de demander une charge virale. À noter que les gens qui ont des questions, ils peuvent utiliser la rubrique chat pour les poser. Nous pouvons poser des questions dans n'importe quelle langue, nous pouvons poser en créole, nous pouvons poser en français, en anglais, en espagnol, et nous répondre aux questions. Et si question n'est pas trop, nous ne pouvons pas répondre toutes, et bien qui ça n'a fait, et nous répondre reste questions par la suite, et puis nous publier sur le site internet là. Pas de souci, vous pouvez utiliser la section chat à cette fin. OK? Donc là, on était à l'importance de l'hémogramme. On parlait de l'aggravation de la maladie qui se traduit par une aggravation de lymphopénie et donc l'aggravation de la leucocytose. Donc, il est très, très important. Donc, c'est ça. Tout ceci explique l'importance du laboratoire dans le traitement. Sans le laboratoire, on ne peut pas avoir accès à ces genres d'informations. Alors, si on revient un petit peu sur le diagnostic, on va voir que le laboratoire joue son rôle en utilisant différentes catégories de tests, différentes variétés de tests. Les tests rapides, les tests de biologie moléculaire qui sont très utiles et qui sont très efficaces et qui donnent des résultats fiables. Et ensuite, le laboratoire continue à jouer son rôle. Le laboratoire continue à jouer son rôle dans le monitoring via
et des informations qu'il fournit à travers la glycémie et le décimètre, comme vous savez, qui sont très, très importants lors de l'admission, parce que sans ces paramètres-là, on risque beaucoup trop, parce que tout patient, il a été prouvé que tout patient est diabétique ou ayant un taux de décimètre supérieur à 1 microgramme par litre, lors de l'admission, présente un facteur de risque de mortalité. Donc, si on a ces informations, on peut agir le plus rapide que possible et on peut sauver des vies. Et aussi, le laboratoire va jouer son rôle dans les informations et qu'il va fournir à travers l'hémogramme complet. Là, il va dire si le patient souffre de leucopénie et à quel niveau, comment est la gravité de cette leucopénie. Donc, et vous savez, cette leucopénie est en relation avec la gravité de la maladie. Et aussi, donc, il faut bien entendu évaluer l'impact du virus et au niveau des différents organes. Et cette évaluation va être possible à travers les paramètres suivants. Les transaminases qui se trouvent principalement au niveau du foie, au niveau des muscles, où leur augmentation témoigne d'un endommagement des cellules du foie. Cette évaluation va se faire également au moyen de la procalcitonine, qui est un marqueur, qui est une sorte de témoin d'une infection bactérienne. On l'utilise généralement pour différencier les infections virales des infections bactériennes. Et on sait tous que leur augmentation est en corrélation avec la gravité de l'infection. On doit doser également les LDH, lactate déshydrogénase. J'avais dit que le lactate déshydrogénase se trouve un petit peu partout. On les retrouve dans les reins, on les retrouve au niveau du foie, on les retrouve au niveau du cœur. Leur augmentation, eh bien, est en relation avec, ou du moins témoigne d'un dommage tissulaire et témoigne d'une souffrance cellulaire. Et on doit aussi doser la créatinine kinase. La créatinine kinase se trouve principalement au niveau du cœur et au niveau des muscles. Donc, c'est très, très important de doser ces paramètres-là pour pouvoir évaluer, pour pouvoir monitorer la prise en charge. OK? Donc, en gros, donc c'est ce qu'on en gros, je n'ai pas vu tous les paramètres qu'il faut doser, je n'ai pas vu de manière exhaustive tout l'apport du laboratoire au niveau de la prise en charge. Je n'ai vu qu'une partie. D'ailleurs, je n'ai que 30 minutes pour mener la présentation, mais le laboratoire peut continuer à jouer son rôle de différentes manières, surtout lorsqu'il s'agit d'éliminer de possibles maladies associées, lorsqu'il s'agit d'éliminer les maladies qui présentent une sorte de facteur de risque pouvant causer la mort du patient. Le laboratoire intervient. Et même lorsqu'il va falloir confirmer la guérison du malade, eh bien, c'est le laboratoire qui va le faire. C'est le laboratoire qui va jouer son rôle. On ne peut pas regarder le patient dans les yeux pour dire, OK, toi tu es guéri, toi tu n'es pas encore guéri. Il faut confirmer ça avec le laboratoire. D'ailleurs, cela se fait au moyen de 2 tests, de 2 PCR consécutifs. Un PCR, si je ne me rappelle pas, et au 28e jour, si le patient ne présente plus les symptômes, et un autre test PCR 7 jours après, donc, ou du moins 14 jours après, peu importe, ça dépend de la politique. Mais il va falloir confirmer la guérison après avec 2 tests PCR. C'est encore le laboratoire qui joue son rôle.
OK? Donc, c'est tout pour la présentation. On a vu, donc, on a vu le rôle du laboratoire dans le diagnostic et la prise en charge du COVID-19. Maintenant, c'est le moment de céder la place à tous ceux et celles qui ont des questions. Donc, Abdias est là pour jouer le rôle de modérateur. Je cède la place à Abdias pour pouvoir monitorer ça, tout ça. Merci Magni. On remercie tout le monde, tous ceux et celles qui ont pris la peine de participer à cette séance de formation. Et on est dans la phase où on prend des questions. J'attends vos questions sur le chat. Comme on a dit tantôt, vous écrivez vos questions. On va les lire et Magni se fera un plaisir de vous répondre. Merci. OK, on attend vos questions. Je sais que on attend vos questions. Je sais que pour écrire les questions, ça prend un petit peu plus de temps, mais on vous attend. Mais n'oubliez pas qu'on va terminer dans 10 minutes. En attendant la question du public, j'ai une question. Ma question est la suivante. On sait que normalement, après 28 jours, il n'y a plus les virus. On ne va pas pouvoir diagnostiquer le COVID-19 par PCR. C'est quoi le comportement à tenir? Parce que normalement, on déclare, suivant le protocole qu'on a en place en Haïti, on déclare que un patient est guéri, c'est après 40 jours. Pourquoi devrait-on attendre 40 jours pour déclarer qu'une personne est guérie du COVID-19? Bon, généralement, comme vous venez de le dire, Monsieur Charlotin Abdias, alors on attend jusqu'à 40 jours. Donc, mais cependant, en réalité, comme vous le savez, d'une manière générale, les virus, la majorité des virus ne demeurent pas dans l'organisme. Ils sont de passage. Donc, c'est pourquoi on a estimé en moyenne que le coronavirus, le COVID-19, dure 28 jours. On a bien dit en moyenne, mais cependant, étant donné que c'est une maladie qui est très fragile, qui est très grave, pouvant causer la mort des patients, il est préférable d'attendre le maximum de délai. En fait, il y a ce qu'on appelle moyenne. On dit en moyenne, le virus vit 28 jours au niveau de l'organisme, après l'organisme l'élimine, mais cependant, il faut attendre un maximum de jours. Il ne faut pas s'arrêter à la moyenne parce que chez certains patients, ça peut arriver jusque vers 40 jours. C'est pour ça, pour être plus, pour être plus prudent, on attend cette longue période. Je ne sais pas si la question a été répondue. Merci, je suis tout à fait satisfait.
il y a une réaction malheureusement. Oui, il y a une réaction de l'enrosement qui dit que par rapport à l'ensemble des exigences que demande la prise en charge, pensez-vous que nos laboratoires seront en mesure de répondre tenant compte de nos infrastructures limitées, puisque l'hématologie, l'hémostase, la biochimie, aussi avec tous les autres tests connexes pour gérer les autres pathologies? Bon, et généralement, et comme je viens, surtout comme je viens de citer les différents tests qui interviennent dans le diagnostic et la prise en charge, vous pouvez remarquer, à l'exception des tests de PCR, qui sont faits uniquement par le laboratoire national et par les centres GESCIO, vous allez voir que les autres tests sont généralement monnaie courante dans les grands laboratoires. Donc oui, et les laboratoires peuvent répondre. Je sais qu'à l'heure actuelle, si vous allez faire un CKMB dans un laboratoire, on ne va pas vous dire, dans quel que soit le laboratoire, on ne va pas vous dire non. Même si ce laboratoire doit sous-traiter cet examen-là, il ne va pas dire non et il va recevoir et te donner et vous donner les résultats et dans un délai logique. Et je sais que selon les informations que je reçois, les centres qui reçoivent ces patients-là ont la capacité de faire ces tests d'une manière globale. D'accord. Il y a une autre question de Shil Tegoussi-Suli qui dit « Si le laboratoire est si important dans la prise en charge du COVID-19, pourquoi n'est-il pas présent dans le comité scientifique? C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas de technologie médicale? » Bon, c'est une question tout simplement politique et non technique. Et l'ATMLH a d'ailleurs joué son rôle en écrivant directement au ministère pour leur faire part de cette remarque. Donc, l'ATMLH a été très étonné de voir qu'un comité scientifique a été nommé et puis le laboratoire n'était pas représenté à proprement parler. Et ce qu'a fait la TMLH a écrit au ministère. Donc, c'est une question politique et ça prouve également que nous avons beaucoup à faire pour pouvoir démontrer notre rôle, notre importance dans la chaîne de soins. On n'était pas là, on est en train d'évoluer, mais il y a beaucoup à faire. Et c'est pourquoi je profite de cette question pour inviter tous les technologistes médicaux licenciés à nous rejoindre pour pouvoir se battre, pour pouvoir nous battre pour cette cause. OK. Il y a une autre question de Pierrot qui commence par remercier Marc-Mi pour la présentation. Et la question, c'est quelle période de l'évolution de la maladie que les différents tests de laboratoire sont demandés? Vous pouvez répondre la question pour moi, s'il vous plaît? À quel stade de la maladie les différents tests de laboratoire sont demandés? OK. Dès qu'on a un patient suspect du COVID-19, on doit interpeller le laboratoire au fin de diagnostic. Et lorsque le patient est confirmé et on doit l'admettre à l'hôpital, le laboratoire intervient pour pouvoir donner certaines informations. On a vu dans un slide qu'à l'admission, on doit demander une glycémie et un décimètre. Pourquoi? Parce qu'un patient diabétique et un patient présentant un taux de décimètre supérieur à 1 microgramme par litre représentent des facteurs de risque. Tout au long, au niveau des diagnostics, à l'admission, mais tout au long de la prise en charge, le laboratoire continue à jouer son rôle. OK. Une autre question de Nancy Auguste. Et bonjour à tous et merci Marc-Mi pour la présentation. Ma question, est-ce qu'il n'y a pas une immunité de mémoire dans le cas du COVID-19
en cas de rechute, est-ce qu'on doit reprendre les mêmes tests? OK, merci. Et bon, je rappelle que c'est la dernière question qu'on vient de prendre. Les autres questions, on va les répondre par la suite. Mais vous pouvez toujours utiliser la section chat pour poser les questions. Et normalement, c'est ce rôle que jouent les IGG. Je retourne, si vous regardez le slide, et un petit peu, je retourne où j'ai présenté le graphe de l'intervention de chaque élément et témoignant la présence du virus, les antigènes, les IgM et les IgG. Donc, les IgG jouent ce rôle-là, anticorps mémoire. Et ce sont ces anticorps-là qui, en fait, qui permettent à l'organisme de pouvoir répondre de manière beaucoup plus rapide et plus efficace lorsqu'il y a une éventuelle intrusion à nouveau du virus dans l'organisme. Et en cas de rechute, on ne peut pas faire les IgG. D'ailleurs, les IgG donnent peu d'informations. Donc, l'idéal, c'est de faire des tests de PCR qui diagnostiquent directement la maladie via les antigènes. Et si on n'a pas, si on ne peut pas faire des tests de PCR, au moins on peut faire un IgM qui, son rôle témoigne d'une infection récente. OK? Je vous remercie tous d'avoir pris part à cette séance de formation. J'apprécie toutes les questions. Et même quand la session de formation est terminée, vous pouvez aller sur le site web pour continuer à poser vos questions ou vous pouvez nous écrire directement à l'adresse email secrétariat@atmlh.com. L'adresse email est secrétariat@atmlh.com. Vous pouvez nous écrire à cette adresse email-là. Et j'encourage tout le monde à lire mon article sur le diagnostic et le rôle du laboratoire sur le diagnostic et la prise en charge du COVID-19. C'est déjà disponible sur le site web et vous allez pouvoir lire beaucoup plus d'informations. OK, merci à vous tous. On vous attend demain à la même heure, soit à 11 h, pour la dernière session de formation avec Abdias Charlotin sur la gestion des équipements. Bye bye tout le monde, à demain. Portez-vous bien. Bye bye, bonne journée, à demain.